les bombardements sans précédent font suite à une attaque sans précédent contre Israël, venant de la bande de Gaza. Et venant, semble-t-il, pas seulement du Hamas, mais de ce qu'on appelle maintenant la résistance palestinienne unifiée, ou unie, je ne sais pas. Mais enfin, c'est le Hamas qui organise. Bon. Donc on a d'un côté comme de l'autre passé à un stade supérieur de la violence. Mais le problème, c'est cette espèce de réciprocité, c'est plutôt ce que j'appelle une vendetta. La loi du talion. C'est la loi du talion. Oui, mais attendez, la loi du talion, c'est 1 pour 1, c'est pas 50 contre 1. Et ça ne permet jamais de résoudre un conflit dans la situation que nous nous trouvons aujourd'hui. Si quelqu'un des deux côtés ne dit pas « on arrête », eh bien on va vers une extermination de toute façon de la population de la bande de Gaza, qui n'a pas où aller, et d'autre part, je ne sais pas, même si l'armée israélienne réussissait cette opération qu'elle semble vouloir entreprendre de nettoyage de Gaza, elle ne la réussirait qu'au prix de sacrifices humains monstrueux. Oui, parce que là, on parle de nettoyage quasiment ethnique. Disons que si les mots ont un sens, ce qui est fait maintenant est un crime de guerre. Si les mots ont un sens fluctuant, alors on peut dire qu'Israël se défend. Mais je veux dire, gardons un sens des proportions. Je suis pour qu'Israël se défende. Je suis absolument horrifié par les crimes islamistes. Mais d'une part, la proportionnalité n'y est manifestement pas. Et d'autre part, est-ce que c'est une manière de se défendre qui garantit votre propre survie? Je n'en suis pas sûr. Parce que même s'ils y arrivent, ils vont avoir une haine face à eux du milliard et demi de musulmans qui les entourent, et également de tout ce qu'on appelle le Grand Sud. Lorsque vous entendez le Premier ministre israélien motiver sa guerre en Palestine, en Terre Sainte, en disant « c'est la lutte des fils de la lumière contre les fils des ténèbres, et nous allons réaliser la promesse d'Ésaïe », vous tombez dans l'Ancien Testament. Alors, on en pense ce qu'on veut, mais le cadre de ces batailles, qui est posé par les protagonistes eux-mêmes, vous ne pouvez même pas en débattre aux Nations Unies. Qu'Israël d'ailleurs critique vertement. Oui, mais dans ce même pays d'Israël, où vous avez un gouvernement aussi belliqueux, aussi fondamentaliste, parce que je veux dire, il est allié, d'abord, Netanyahou est quand même le fils du secrétaire de Zev Jabotinsky. Alors, je vais pas, on n'a pas le temps de développer ça, mais regardez sur Wikipédia ou n'importe où qui était Zev Jabotinsky. C'est l'aile la plus radicale de la pensée. Il a même été exclu par les sionistes. Bon. Donc, dans le pays de Netanyahou, vous avez des journaux comme Haaretz, aujourd'hui, qui, de jour en jour, de semaine en semaine, depuis que ceci a commencé, mais depuis bien avant, donnent dans tout le monde occidental la seule information qui soit dissonante. Et c'est là-bas que ça se passe, c'est pas ici. Ici, on risque rien. On ne risquerait rien à dire, attendez, stop, qui a fabriqué le Hamas? C'est toi, Bibi. Eux, ils le disent. Je pense qu'ils prennent des risques personnels. Et ici, rien. Oh, il y a une ligne à suivre. Et surtout, on ne déborde pas, ni à gauche ni à droite. Vous dites Israël a financé le Hamas? Non. Israël n'a pas financé le Hamas. Qui a créé le Hamas? Netanyahou, ça, de nouveau, je cite Haaretz, et qui cite Netanyahou. Netanyahou a toujours considéré qu'il était extrêmement profitable pour sa ligne de favoriser le Hamas, comme mouvement religieux extrémiste, pour diminuer l'influence, ou pour éliminer l'influence d'un mouvement qui était social, politique, qui était l'OLP d'Arafat. Mais ça, c'est du b.a.-ba, c'est l'histoire contemporaine, c'est comme ça. Ils ont fait exactement la même chose qu'ont fait les Américains en Afghanistan. Avec les Moudjahidines. Avec les Moudjahidines.
en Syrie, avec ce qu'on appelait les rebelles modérés, qui ne se distinguaient des rebelles immodérés que par le fait que... Enfin, je ne vois pas en quoi ils se distinguaient des rebelles immodérés, parce qu'ils coupaient les têtes comme les autres. Mais c'était nos amis. Donc, c'est logique. Quand vous avez un pouvoir qui est extrémiste, il ne veut pas avoir en face de lui une opposition modérée. Un pouvoir modéré ne veut pas avoir en face de lui une opposition extrémiste. Parce que c'est lui qui doit changer de nature à ce moment-là. Il doit devenir... S'il est vraiment modéré, il fait en sorte que ceux qui lui fait face soient dans les mêmes tonalités, même si ce n'est pas des alliés, ce sont des adversaires. Mais un pouvoir qui est extrémiste ne peut pas discuter avec un adversaire modéré. Il se discrédite. Donc il a fallu... C'est logique. Ce n'est ni une théorie du complot, ni une prise de position, d'ailleurs, dans la querelle. Je ne pense pas qu'il soit utile. Je ne vais pas dire « Ah, moi j'ai des amis à Gaza. » Bon, ben, tu peux avoir des amis à Gaza. Oui, mais moi j'ai des amis à Tel Aviv. Ben oui, ben... D'ailleurs, c'est assez frappant de voir à quel point là, il y a une cristallisation des débats gauche-droite. Où tout d'un coup, je voyais par exemple le débat entre Bruno Attal et Michel Collomb chez Éric Morillo, où c'était, après 2 minutes, Bruno Attal traitait Michel Collomb d'antisémite. On a une sorte d'hystérisation vraiment là qui est flagrante. À quoi ça nous sert ? Et d'abord, à quoi cela les sert ? En quoi cela les sert, eux ? Moi, je comprends que quelqu'un soit en proie à la plus extrême colère lorsqu'il a vu mourir quelqu'un de proche, lorsqu'il a vu bombarder sa ville, lorsque il en a marre d'être chicané tous les jours. Ça, je comprends. Mais nous qui sommes extérieurs à cela, en quoi est-ce que nous aidons les uns ou les autres en prenant un parti qui est dans la vendetta ? Je veux dire, la vendetta a fait des massacres en Europe, dans l'Europe du Sud. À un moment donné, il a fallu quand même que ça s'arrête. D'ailleurs, ça continue dans certaines régions. Mais c'était des régions qui étaient arriérées avec cette vendetta. La vendetta est une arriération de civilisation. On ne peut pas vivre avec ça. Pourquoi est-ce qu'on la perpétue ? On voit d'ailleurs en Israël que la population, depuis le début de l'année, manifestait très fortement contre Netanyahou. On voit que maintenant, une partie de la population israélienne aussi manifeste contre les bombardements à Gaza. Donc c'est effectivement, ça montre que le gouvernement Netanyahou cristallise aussi des tensions au sein même du pays, quoi. Ben, oui, bien sûr. Bon, on ne va pas démêler leur problème intérieur, mais il semblerait que, d'abord, de nouveau, Haaretz, au moment où commence je crois que c'était le 8 ou le 9 octobre, publie un article, un éditorial dévastateur, disant « Nous ne pouvons pas être gouvernés par un homme qui est sous inculpation. Parce qu'il fera tout pour éviter les tribunaux, pour éviter la prison. Il nous entraîne dans une spirale qui est partiellement motivée par ses propres intérêts ou ses propres craintes. » Donc, ça me semble assez normal que... mais plus rien ne semble fonctionner selon les lois les plus élémentaires, disons, de la raison. Parce qu'en France aussi, vous avez un ministre de la Justice qui est inculpé et qui est soutenu par le président de la République. Mais il y a 10 ans, c'eût été complètement inimaginable. Nous sommes dans un processus où tout le monde va vers l'oxymoron, vers l'impossibilité. Est-ce que c'est possible de résoudre le problème d'Israël de la manière dont on essaie de le résoudre ? C'est impossible. Je ne sais pas ce qui est possible d'ailleurs, mais en tout cas, ça, c'est impossible. Parce que là, concrètement, ce qu'aimerait, donc ce qu'on décrivait, ce gouvernement Netanyahou, c'est concrètement se débarrasser des Arabes palestiniens et faire un État juif, juif, sur le territoire israélien, point barre. Mais c'est ce qu'il semble vouloir. C'est ce qu'une partie de l'opinion israélienne semble refuser aussi. C'est ce que, ne l'oublions pas, les 3/4 de la planète refusent, condamnent. Sauf nous, ici, frileux, qui ne savons pas nous positionner, je veux dire que c'est quand même un comble que les initiatives en vue d'un cessez-le-feu soient systématiquement bloquées au Conseil de sécurité des Nations Unies par les États occidentaux. Même la Suisse s'abstient.
quand même. Alors, oui, alors, la première, c'était « Ah, mais c'est parce que c'est les Russes ». Enfin, après, il y a eu les Brésiliens. Et puis, alors, du moment que c'est les Russes, ça coupe toute discussion. Mais on a quand même ajouté, et ça ne condamne pas le Hamas, mais est-ce que vous avez déjà vu une résolution humanitaire qui a été adoptée en condamnant une des parties? On ne peut pas, techniquement, on ne peut pas condamner une partie lorsqu'on veut faire une résolution humanitaire, sinon une partie ne va pas l'accepter. Son application, je veux dire. Donc on ne peut pas condamner quelqu'un, et on le sait. Et pourtant, là, voilà. Et puis après, c'est les Brésiliens. Et ça non plus, on ne veut pas. On veut la guerre. Pourquoi on veut la guerre? Et tout ça se passe sous les yeux de 7 milliards d'êtres humains qui disent « mais ces gens sont fous ». Et les fous en question, c'est nous, ici, Europe plus États-Unis.